En ce moment même, en regardant cette vidéo, vous utilisez une technologie qu'elle a inventée. Pas Apple, pas un institut militaire, mais une actrice hollywoodienne que le monde voyait comme une simple, jolie poupée. Eddie Lamar a fui son mari fasciste, emportant avec elle des secrets du Troisième Reich, et a conçu la technologie des fréquences sautantes, sur laquelle repose aujourd'hui tout votre Wi-Fi, Bluetooth et GPS. Mais quand elle a présenté son brevet au gouvernement américain, on s'est moqué d'elle et on l'a envoyée. Vendre des baisers pour des obligations de guerre. Les militaires ont volé sa technologie. Hollywood l'a enfermée dans le rôle de la sauvage stupide. Et elle-même s'est éteinte dans l'oubli, transformant son visage en masque de Frankenstein avec la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, nous allons révéler le secret le plus honteux du XXe siècle et découvrir comment le monde a détruit la femme qui nous a offert l'avenir numérique. Acte 1. Évasion du château du diable. Comment Eddie a déjoué le Troisième Reich. L'histoire de Eddie Lamar ne commence pas sur un tapis rouge, ni sous les flashs des photographes à Los Angeles. Elle débute à Vienne, en 1933, dans un somptueux manoir qui ressemble plus à une forteresse. Une jeune femme de 19 ans est assise à la tête d'une longue table de banquet. Autour d'elle, les hommes les plus dangereux d'Europe. Généraux, ministres, barons de l'armement et Benito Mussolini en personne. L'air est épais de fumée de cigares et de l'odeur de cognac coûteux. Les hommes parlent de mort. Plus précisément, des technologies pour la donner. Ils débattent de balistique, des problèmes de guidage des torpilles, de la manière dont les signaux radio peuvent être interceptés par l'ennemi. Aucun d'eux ne baisse la voix lorsqu'il est question de plans et de fréquences secrètes. Pourquoi? Parce qu'ils regardent l'hôtesse et ne voient qu'une poupée de porcelaine à la coiffure parfaite. Cette poupée s'appelait Hedwig Eva Maria Kissler, et elle était l'épouse de Fritz Mandl, que les journaux surnommaient le marchand de la mort. Mandl était le troisième homme le plus riche d'Autriche et un fournisseur d'armes pour les régimes fascistes. Il était obsédé par sa femme. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la possession. Il lui interdisait de tourner des films, l'obligeait à l'accompagner à toutes ses réunions d'affaires et la gardait littéralement enfermée dans leur immense domaine. Pour Mandl, elle était le trophée le plus précieux de sa collection, le symbole de son statut. Mais Fritz Mandl a commis une erreur fatale, commune à de nombreux tyrans. Il a sous-estimé l'intelligence de sa victime. Tandis que les généraux dessinaient des schémas sur des serviettes, Eddie ne se contentait pas de sourire et d'acquiescer. Elle mémorisait. Elle avait un esprit technique phénoménal, qu'elle cachait derrière le masque d'une mondaine. Elle absorbait des informations sur les failles des systèmes de guidage existants, sur la facilité avec laquelle un signal radio sur une seule fréquence pouvait être brouillé, et sur ce qui manquait à la flotte allemande pour dominer l'Atlantique. Elle restait là, silencieuse, comme une espionne en territoire ennemi, accumulant des connaissances qui allaient plus tard changer le cours de l'histoire. La vie dans cette cage dorée devenait insupportable. Mandel était pathologiquement jaloux, écoutait ses conversations téléphoniques et faisait des scènes si elle osait détourner le regard de lui. Eddie comprit que si elle restait, elle mourrait. Soit en tant que personne, soit physiquement, quand l'Europe sombrerait définitivement dans la guerre. Son évasion du château de Mandel est le scénario d'un thriller d'espionnage qui, malheureusement, n'a jamais été porté à l'écran avec l'ampleur qu'il mérite. Il existe plusieurs versions de cet événement, mais toutes s'accordent sur un point. Eddie a utilisé son talent d'actrice pour sauver sa vie. Selon l'une des versions les plus dramatiques, elle a engagé une nouvelle femme de chambre, de sa stature. Eddie a drogué la jeune fille avec un somnifère, s'est déguisé en elle et est sorti par l'entrée de service, passant devant les gardes armés qui n'ont même pas regardé la domestique. Selon une autre version, elle a convaincu son mari de lui permettre de porter tous ses bijoux les plus chers à un dîner. Puis, profitant d'un moment d'inattention, elle s'est enfuie directement de la réception, portant sur elle une véritable fortune. La réalité était probablement un mélange de ces légendes. Eddie a effectivement cousu des bijoux dans la doublure de son manteau pour avoir un capital de départ. Elle a réussi à atteindre la gare et à prendre un train pour Paris, puis pour Londres. Fritz Mandl, découvrant la disparition de son atout principal, est entré dans une rage folle. Il a activé ses contacts dans la Gestapo et le monde criminel pour tenter de récupérer la fugitive. Mais il était trop tard. Eddie Lamar avait franchi la frontière, emportant avec elle non seulement des diamants, mais aussi les secrets du Troisième Reich dans sa tête. Elle pensait que le pire était derrière elle.
Elle avait échappé à un dictateur qui contrôlait chacun de ses pas. À Londres, elle sentait l'odeur de la liberté. Mais elle ne savait pas encore qu'en embarquant sur le paquebot Normandie, en direction de New York, elle se dirigeait droit vers les griffes d'un autre dictateur. Un homme qui ne l'enfermerait pas dans un château, mais ferait pire. Il lui volerait son nom, son visage, et ferait croire au monde qu'elle n'était qu'une belle coquille vide. Acte 2. Extase et le péché originel. Mais avant de monter à bord du navire en route pour l'Amérique, il faut revenir un peu en arrière, au moment qui est devenu pour Eddie Lamar son péché originel. Cet événement, qui n'a duré que quelques minutes à l'écran, a porté un coup à sa réputation de scientifique dont elle ne s'est jamais remise jusqu'à sa mort. Il s'agit du film tchécoslovaque Extase, sorti en 1933. Hedwig Kissler n'avait que 18 ans. Elle rêvait de grand art, de rôles qui bouleverseraient le monde. Le réalisateur Gustav Machati lui a proposé exactement cela. Un drame art house sans parole, basé sur les émotions et le visuel. L'intrigue était simple. Une jeune femme épouse un vieil homme froid et trouve du réconfort dans les bras d'un jeune ingénieur. Une histoire banale, pourrait-on penser. Mais Machati a décidé de la filmer d'une manière que personne n'avait osé auparavant. Il a convaincu la jeune actrice que l'art nécessitait une nudité totale. La scène de baignade dans le lac, où Eddie court nu à travers la forêt après son cheval, est devenue scandaleuse, mais pas fatale. Ce qui l'a été, c'est le gros plan de son visage au moment de l'intimité amoureuse. C'était la première fois dans l'histoire du cinéma mondial qu'un orgasme féminin était montré à l'écran. Pas par insinuation, pas par obscurcissement de l'image, mais de manière extrêmement réaliste. Le visage de Eddie, renversé en arrière, les yeux mi-clos et les lèvres entr'ouvertes, remplissait tout l'écran. Le mythe dit qu'elle a joué cela de manière géniale. La réalité était bien plus prosaïque et dure. Le réalisateur, mécontent que la jeune fille de 18 ans ne puisse pas simuler la passion, lui piquait le talon avec une épingle anglaise pour obtenir la grimace de douleur et de surprise que la caméra a prise pour de l'extase. L'effet d'une bombe à retardement. C'est une description trop faible de ce qui a suivi la première. Le film a été interdit aux États-Unis comme pornographie. Adolf Hitler a personnellement interdit sa projection en Allemagne, qualifiant le film de profanation de la femme aryenne. Le pape Pie XI a condamné le film dans un message spécial, appelant tous les bons catholiques à le boycotter. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été la fin. Pour Eddie, cela a marqué le début d'une renommée mondiale, mais d'un genre très particulier. Elle est instantanément devenue le principal sex symbole de l'époque. Son nom est devenu synonyme de fruit défendu. Les hommes allaient au cinéma non pas pour l'intrigue, mais pour voir cette fille. C'est à ce moment-là que Fritz Mandl, son futur mari tyran, a commencé sa chasse folle aux copies du film. Il dépensait des millions, achetant des bobines à travers l'Europe pour les détruire. Il voulait que ce corps lui appartienne uniquement. Mais plus il s'efforçait d'effacer le film de l'histoire, plus il devenait légendaire. La tragédie était que Extase a définitivement fermé à Eddie la porte du monde scientifique. Plus tard, lorsqu'elle se présenterait aux militaires et aux ingénieurs avec ses plans, ils la regarderaient et verraient non pas une inventrice, mais cette fameuse fille du film scandaleux. Comment prendre au sérieux des formules de télécommande si elles sont écrites par une femme dont le visage est associé dans le monde entier à un orgasme? Ce film a créé la marque Eddie Lamar, avant même qu'elle ne prenne ce pseudonyme. Il l'a rendue désirable pour des millions, mais totalement invisible en tant que personne. Elle est devenue prisonnière de son corps, et quand elle est montée à bord du Normandie, fuyant son mari et les nazis, elle transportait avec elle ce bagage invisible. Elle pensait aller à Hollywood pour commencer une nouvelle vie, mais Hollywood attendait déjà la fille d'Extase, pas l'ingénieur de génie. Dans l'océan entre l'Europe et l'Amérique, elle rencontrera un homme qui cimentera définitivement cette image. Louis B. Mayer, le patron de la MGM, l'a regardée et a vu non pas une fugitive cherchant refuge, mais un dollar ambulant. Il savait déjà comment la vendre à l'Amérique. Mais il ne savait pas encore qu'elle avait en tête un plan qui pourrait gagner la guerre. Acte 3. Symphonie de guerre, piano, torpille et naissance du Wi-Fi, 1940. Tandis qu'Hollywood trinque au champagne et discute des recettes, en Europe, des navires s'éteignent dans l'oubli. Les sous-marins allemands, les meutes de loups de la Kriegsmarine, détruisent sans pitié les navires civils transportant des réfugiés. Eddie Lamar lit ces nouvelles entre deux prises,
le cœur serré par l'horreur et la colère. Elle hait les nazis. Et elle connaît leur talent d'Achille. Elle se souvient des dîners chez Fritz Mandel. Elle se rappelle le problème majeur des torpilles radiocommandées, les interférences. Si vous envoyez un signal à une torpille sur une seule fréquence, l'ennemi n'a qu'à la repérer et la brouiller avec un bruit puissant. La torpille devient alors un morceau de métal inutile. C'est comme une conversation dans une pièce. Si quelqu'un crie plus fort, vous n'entendez plus votre interlocuteur. Eddie avait besoin d'une idée pour rendre la communication invisible. Et elle l'a trouvée, non pas en laboratoire, mais dans son salon, aux côtés de George Antheil. Antheil était le mauvais garçon de la musique classique, un compositeur d'avant-garde qui écrivait pour Hélice et Sirène. Ils se sont rencontrés à une soirée, et Eddie, au lieu de flirter, a parlé d'armement. Elle a vu en lui quelqu'un qui comprenait la synchronisation. L'idée de Eddie était d'une simplicité géniale et incroyablement complexe pour l'époque. Et si la fréquence n'était pas fixe? Et si l'émetteur sur le navire et le récepteur sur la torpille sautaient simultanément d'une fréquence à l'autre, comme des puces? Imaginez jouer du piano à quatre mains. Vous et votre partenaire connaissez la partition, vous appuyez sur une touche, et à la même fraction de seconde, votre partenaire appuie sur la même touche à l'autre bout de la pièce. Si l'ennemi essaie de brouiller une note, vous êtes déjà sur une autre. Pendant qu'il cherche la nouvelle, vous changez encore. Pour un observateur extérieur, c'est le chaos, un bruit aléatoire. Mais pour vous deux, c'est une symphonie parfaite. C'était le principe des fréquences sautantes, frequency hopping. Mais comment synchroniser les mécanismes dans la torpille et sur le navire à une époque sans microprocesseur? C'est là qu'Antheil entre en jeu. Ils ont utilisé le principe du piano mécanique. À l'intérieur de la torpille, un rouleau avec des picots pour cartes perforées tournait à la même vitesse que le rouleau de l'émetteur. Assis par terre dans le salon de Eddie, parmi des partitions et des schémas éparpillés, il dessinait l'avenir des télécommunications. Eddie a proposé d'utiliser 88 fréquences, autant que de touches sur un piano standard. Un clin d'œil sarcastique au monde artistique qui la prenait pour une idiote. Ensemble, ils ont créé le système de communication secret. Ce n'était pas une théorie abstraite, c'était un projet d'ingénierie méticuleusement conçu. Le 11 août 42, Eddie Lamar et George Antheil ont obtenu le brevet américain numéro 2 292 387. Pensez à ce moment. La plus belle femme du monde, jouant le jour le rôle de séductrice exotique dans Cargo Blanc, invente la nuit une technologie en avance de 50 ans sur son temps. Elle n'a pas juste suggéré une idée, elle a conçu l'architecture d'un système qui sous-tend aujourd'hui toutes les communications sans fil de la planète. Sans ces fréquences sautantes, ni le Wi-Fi, ni le Bluetooth, ni les communications militaires sécurisées ne fonctionneraient. Eddie était sûre qu'on la prendrait enfin au sérieux. Elle a déposé le brevet sur la table du Conseil national des inventeurs et a dit « Je sais comment arrêter les sous-marins allemands ». Elle s'attendait à être envoyée dans un bureau d'études. Elle attendait du respect. Mais elle avait oublié où elle se trouvait. Elle avait oublié qu'aux yeux des hommes qui prenaient les décisions, elle n'était pas l'ingénieur Kissler, mais la fille d'Extase. Et ce brevet, au lieu de devenir son triomphe, est devenu son billet pour un monde de cynisme qui a définitivement brisé sa foi en l'humanité. Acte 4. La fabrique de rêves comme prison. Quand Eddie a posé le pied sur le sol américain, elle pensait avoir échappé à une prison. Elle se trompait. Elle avait juste changé de geôlier. Son nouveau maître était Louis Mayer, le tout-puissant patron de la MGM. Mayer était un tyran qui dirigeait Hollywood comme son propre fief féodal. Il a regardé Hedwig Kissler et a immédiatement rendu son verdict. Les Juifs ne sont pas à la mode en ce moment, et ton nom sonne trop allemand. On va changer ça. Dans le bureau de Mayer, Hedwig Kissler est morte. La jeune fille curieuse et vive d'esprit, passionnée de mathématiques. À sa place est né Eddie Lamar. Mayer a choisi ce nom en hommage à la star du cinéma muet, Barbara Lamar, morte d'une overdose 10 ans plus tôt. Un présage sombre, presque mystique. Mayer a nommé sa nouvelle étoile d'après la fille qui était trop belle pour survivre. Il semblait avoir programmé son destin à l'avance. Le contrat avec la MGM n'était pas juste un contrat de travail. C'était un acte de vente de son âme. Le studio contrôlait tout, avec qui Eddie couchait, ce qu'elle mangeait, comment elle s'habillait et ce qu'elle disait en public. Mais le point le plus terrifiant de ce contrat tacite était l'interdiction de l'intelligence.
Mayer lui a dit une phrase qui est devenue le leitmotiv de toute sa carrière et finalement l'épitaphe de ses ambitions. Une femme n'a pas besoin d'être intelligente, une femme doit être belle. Et pour être belle, il suffit de rester immobile et d'avoir l'air stupide. Et Hedy a appris cela à la perfection. Le monde devenait fou de son regard mystérieux et distant. Les critiques parlaient de profondeur insondable dans ses yeux. Les hommes voyaient dans ce regard la promesse d'une félicité céleste. Mais la réalité était bien plus prosaïque et effrayante. Ce regard célèbre de Hedy Lamarr était celui d'une personne s'éteignant dans l'oubli. Pendant que sur le plateau, on ajustait les lumières, ce qui pouvait prendre des heures, Hedy se déconnectait simplement. Elle restait immobile, comme un vase précieux, laissant les maquilleurs retoucher son visage et les éclairagistes sculpter les ombres sur ses pommettes. À ce moment-là, son esprit était ailleurs. Elle résolvait mentalement des équations différentielles. Elle repensait les schémas des feux de circulation urbains. Elle réfléchissait à comment améliorer la forme d'une aile d'avion. Sa mystique était une réaction de défense. Elle méprisait les rôles qu'on lui donnait. Dans le Hollywood des années 30 et 40, pour une femme de son type, il n'y avait que deux rôles. L'exotique séductrice ou la femme fatale détruisant la vie des hommes. On ne lui permettait de dire rien de plus compliqué que « embrasse-moi » ou « je t'aime ». Imaginez cette torture. Votre QI est supérieur à celui de la plupart des professeurs, mais vous êtes forcé jour après jour de jouer une sauvage à moitié nue dans un film comme Cargo blanc, où votre seule tâche est de soupirer langoureusement et de balancer vos hanches. Pour ne pas devenir folle, Hedy a transformé sa caravane en petit laboratoire. Pendant que les autres actrices bavardaient ou buvaient du champagne pendant les pauses, elle courait dans sa roulotte, sortait sa planche à dessin et ses manuels d'ingénierie. Là, parmi les pots de crème et de poudre, naissaient des inventions. C'était son seul moyen de se préserver. Elle a inventé une tablette effervescente qui transformait l'eau en Coca-Cola, bien que le goût, selon elle, rappelait une vieille chaussure. Elle a conçu un nouveau design de feu de circulation, ajoutant le signal jaune. Elle a imaginé un collier lumineux pour chien afin qu'il se perde moins dans l'obscurité. Mais pour Louis Mayer et tout Hollywood, ce n'était qu'une charmante excentricité. Personne ne voulait la voir comme un Thomas Edison en jupe. Il voulait la plus belle femme du monde. Et le système fonctionnait à la perfection. Elle vendait des billets, le studio s'enrichissait, et Hedy Lamarr s'étouffait lentement dans sa propre enveloppe parfaite. Elle espérait que la guerre changerait tout, que, lorsque le sort du monde serait en jeu, son cerveau serait plus important que son visage. Avec cet espoir, elle a pris son brevet sur les fréquences sautantes et s'est rendue à Washington. Elle ignorait que là-bas, l'attendait une humiliation par rapport à laquelle la tyrannie de Mayer semblerait un jeu d'enfant. Acte 5. Le refus fatal. Quand elle a vendu son cerveau pour des baisers, c'était le moment de vérité. La culmination de toute sa lutte intérieure. Hedy Lamarr se tenait devant les hauts gradés de la marine américaine, une chemise à la main contenant les plans et la description du brevet numéro 2 292 387. Elle en était convaincue. Tout allait changer. Elle n'était plus une actrice, plus la fille d'extase, plus un trophée. Elle était une ingénieure, proposant une solution qui sauverait des milliers de vies de marins américains. Elle ne demandait pas d'argent. Elle offrait son brevet gratuitement au gouvernement américain. Tout ce qu'elle voulait, c'était être utile, être entendue. Mais les hommes en uniforme ne regardaient pas les schémas. Ils regardaient ses jambes, ses lèvres, le décolleté de sa robe. Quand elle a commencé à expliquer le principe de synchronisation des fréquences avec une bande perforée, un des amiraux l'a interrompu en riant. « Attendez, madame, dit-il en essuyant ses larmes de rire. Vous voulez mettre un piano dans une torpille? Vous êtes sérieuse ?» C'était un verdict. Pas sur la technologie, elle était impeccable, mais sur Hedy elle-même. L'étroitesse d'esprit des officiers militaires les empêchait de voir derrière la métaphore mécanique l'idée révolutionnaire. Ils n'ont même pas essayé de comprendre la miniaturisation du mécanisme qu'Antey proposait. Pour eux, ce n'était qu'une lubie d'une starlette hollywoodienne. Le brevet a été classé « top secret ». Pas parce qu'ils allaient l'utiliser, mais juste au cas où. Il a été rangé dans un tiroir où il est resté pendant des décennies. Hedy a été privée du droit de travailler sur sa propre invention. On lui a dit qu'elle n'était pas citoyenne américaine, bien qu'elle ait déjà déposé les papiers, et donc qu'elle n'avait pas accès au secret militaire. Et puis est venue la proposition qui a brisé son dos.
Un des officiers, peut-être voulant réconforter la belle, a dit « Si vous voulez vraiment nous aider à vaincre Hitler, ne vous embêtez pas avec ces choses compliquées. Vous pouvez faire quelque chose de mieux. Allez vendre des obligations de guerre. Votre visage vaut plus que n'importe quelle torpille. » C'était un ultimatum cynique et sexiste. Ton cerveau ne nous intéresse pas, c'est ton corps qu'on veut. Et le plus terrible dans cette histoire, c'est qu'Eddie a accepté. Au lieu de claquer la porte, au lieu de se battre pour son invention, elle a cédé. La culpabilité envers le pays qui l'avait accueilli et la haine des nazis étaient si fortes qu'elle a décidé « D'accord, si vous ne voyez en moi qu'une marchandise, je serai la marchandise la plus chère de l'histoire. » Elle est partie en tournée à travers le pays. C'était un spectacle humiliant. Elle se tenait sur les scènes des clubs et des places, souriait, flirtait et vendait des baisers. Quiconque achetait des obligations pour 25 000 $ avait le droit d'embrasser Eddie Lamar. Elle a récolté pour l'armée américaine 25 millions de dollars, une somme astronomique pour l'époque. Elle embrassait des inconnus, supportait leurs blagues grivoises, les laissait l'enlacer. Dans la presse, on la qualifiait d'héroïne, mais à l'intérieur, elle mourait. Chaque baiser vendu était un clou dans le cercueil de l'ingénieur Hedwig Kissler. Elle confirmait elle-même le stéréotype principal sur elle. Elle était un divertissement, une jolie poupée, un objet de désir. Elle avait de ses propres mains dévalué son intelligence, l'échangeant contre les applaudissements de la foule. La marine américaine n'a pas utilisé sa technologie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les torpilles continuaient à dévier de leur trajectoire, les navires coulaient. Ce n'est que 20 ans plus tard, lors de la crise des missiles de Cuba, que les militaires ont soudainement repensé au principe des fréquences sautantes et l'ont mis en œuvre. Mais à ce moment-là, le brevet d'Eddie était déjà expiré. Elle n'a reçu ni un centime, ni une ligne dans les manuels d'histoire, ni même une lettre de remerciement. Ce jour-là, quand elle est sortie du bureau des amiraux et a accepté de devenir vendeuse de baisers, Eddie Lamar a conclu un pacte avec le diable. Elle a aidé l'Amérique à gagner la guerre, mais elle a perdu sa propre bataille pour la dignité humaine. Acte 6. Double vie. Howard Hughes et le laboratoire dans la chambre. Après le refus humiliant des militaires, Hedy Lamarr aurait pu s'effondrer. Elle aurait pu devenir une diva hollywoodienne typique, se consumant dans des manoirs luxueux et des fêtes sans fin. Mais son esprit avait besoin de nourriture. Si le gouvernement des États-Unis ne voulait pas de ses inventions, elle trouverait quelqu'un qui en voudrait. Ce quelqu'un, c'était Howard Hughes. Hughes était un milliardaire excentrique, aviateur et fou, dont la passion pour la vitesse n'avait d'égal que sa passion pour les femmes. La presse adorait leur couple. Les journaux regorgeaient de titres sur la nouvelle romance entre la plus belle femme du monde et le célibataire le plus riche. Les paparazzi les traquaient dans les restaurants et sur les aérodromes, espérant des scandales ou des fiançailles. Ils se trompaient lourdement. Tandis que les tabloïds spéculaient sur la taille du diamant que Hughes offrirait à Eddie, ils étaient assis dans son manoir à discuter d'aérodynamique. Hughes était le seul homme à Hollywood qui voyait en Eddie non pas un objet de désir, mais une interlocutrice égale. Il ne lui offrait pas de fleurs. Il lui offrit ce dont elle rêvait le plus, un laboratoire chimique portable. Imaginez ce surréalisme, le plateau de tournage d'un énième film. Eddie Lamar, en robe lourde à crinoline, perruque sur la tête, couverte de maquillage, se précipite dans sa loge pendant une pause. Mais au lieu de retoucher son maquillage, elle enfile des lunettes de protection et commence à mélanger les réactifs offerts par Hughes. Elle essaie de créer une nouvelle formule pour une boisson gazeuse ou un revêtement amélioré pour les ailes d'avion. C'est avec les avions qu'est liée l'une des histoires les plus marquantes de leur union intellectuelle. Hughes se plaignait à Eddie que ces avions n'étaient pas assez rapides. Il sentait que le problème venait de la forme des ailes, mais les ingénieurs ne proposaient aucune solution radicale. Eddie n'était pas ingénieure aéronautique, mais elle savait observer. Elle est allée acheter un livre sur les poissons et un autre sur les oiseaux. Elle a passé le week-end à étudier les créatures les plus rapides de la nature, les martinets et les requins. Elle analysait leur silhouette, leur aérodynamisme. Puis elle est allée voir Hughes avec un croquis au crayon. « Regarde, Howard, dit-elle. Tes ailes sont carrées, ça freine le flux d'air. Elles doivent être inclinées, comme les nageoires des poissons ou les ailes des oiseaux en piqué. » Hughes a regardé le dessin, puis elle, et a dit « Tu es un génie, Eddie. » Il a immédiatement ordonné à ses ingénieurs de modifier la conception des ailes selon ses esquisses. Cela a permis d'augmenter la vitesse de ses avions. On pourrait croire à un succès, mais cette histoire a un goût amer.
Hedy Lamarr travaillait en fait comme consultante pour l'un des plus grands industriels de l'aviation au monde. Mais elle le faisait gratuitement, en secret, comme un passe-temps. Pour Hughes, elle était la copine géniale, mais pas un partenaire officiel. Cette période de sa vie est l'illustration parfaite de sa solitude totale. Le jour, elle était une poupée pour des millions de spectateurs. La nuit, elle était une ingénieure non reconnue pour un milliardaire fou. Ni ici, ni là, elle n'était pleinement elle-même. Hughes respectait son intelligence, mais il était trop absorbé par ses propres démons pour l'aider à s'épanouir professionnellement. Et Eddie, enivrée par la possibilité de parler enfin à quelqu'un dans sa langue, ne remarquait pas qu'elle était à nouveau piégée. Elle dépensait son immense ressource intellectuelle à résoudre les problèmes des autres, au lieu de construire son propre avenir. Cette double vie l'épuisait. Le fossé entre qui elle était, une inventrice, et qui elle jouait, une belle idiote, devenait insupportable. Et quand la tension a atteint son paroxysme, elle s'est déversée non pas en une percée scientifique, mais en cruauté envers ceux qui étaient plus faibles qu'elle. Acte 7. Mère de glace. Tragédie d'un fils adopté. Jusqu'ici, on a vu Hedy Lamarr comme une victime. Victime d'un mari tyrannique, victime du système hollywoodien, victime de la bureaucratie militaire. C'est facile de compatir avec une belle femme dont le génie a été rejeté par des hommes stupides. Mais la véritable tragédie n'est jamais en noir et blanc. Pour comprendre toute l'ampleur du drame de Hedy, il faut plonger dans le recoin le plus sombre de son âme, là où résidait la mère. Et ce qu'on y découvre pourrait bien vous choquer. Le génie va souvent de pair avec une froideur émotionnelle, un esprit aiguisé pour résoudre des problèmes logiques, pour chercher des algorithmes parfaits et des schémas efficaces, se retrouve souvent démuni face au chaos des sentiments humains. Hedy Lamarr savait diriger des torpilles, mais elle ne savait absolument pas diriger l'amour. La preuve la plus éclatante en est le destin de son fils adoptif, James. En 1939, entre 2 mariages et 2 tournages, Hedy décide qu'elle a besoin d'un enfant. Pas parce qu'elle ressent un instinct maternel irrépressible, mais parce que c'est ce qu'il faut faire. C'était un autre point dans le scénario de la femme parfaite qu'elle essayait de jouer. Elle adopte un garçon et le nomme James. Au début, James est pour elle un accessoire mignon, une poupée vivante à habiller et à montrer aux photographes. Mais les enfants ont cette manie de grandir et de montrer du caractère. James est un garçon comme les autres, bruyant, pas toujours obéissant, demandant de l'attention et de la chaleur, pas seulement de beaux vêtements. Il n'est pas un génie, il ne peut pas discuter avec elle de fréquence ou d'aérodynamique. Et Eddie, la grande inventrice, se retrouve face à un mécanisme qu'elle ne peut ni réparer ni améliorer. Sa réaction est effroyablement rationnelle, comme celle d'un ingénieur rejetant une pièce défectueuse. Quand James cesse de correspondre à ses attentes, elle éteint simplement ses sentiments. Elle devient froide, distante et dure. Dans la maison Lamarr règne une atmosphère de caserne. Eddie exige une obéissance absolue. Elle peut passer des heures dans sa chambre à travailler sur ses inventions, ignorant les pleurs de l'enfant. Pour elle, les émotions de son fils ne sont que du bruit, des interférences dans l'air qui l'empêchent de penser. Le point culminant de cette tragédie glaciale survient lorsqu'elle efface pratiquement James de sa vie. Quand le garçon a 12 ans, Eddie l'envoie en pension. Ce n'est pas pour son éducation, c'est un exil. Elle se débarrasse de cet objet gênant. Les liens sont rompus. James grandit en sachant que sa mère est une star mondiale, la plus belle femme du monde, aimée de tous, mais incapable de trouver une once d'amour pour lui seul. Plus tard, quand Eddie a ses propres enfants biologiques, le fossé se creuse encore. James devient un rappel de son échec, un reproche vivant de son incapacité à être simplement humaine. Mais le coup le plus cruel, elle le lui porte après sa mort. Dans son testament, Hedy Lamarr détaille qui recevra quoi. Elle mentionne ses enfants biologiques, ses amis, et même un policier qui l'a aidé un jour. Mais le nom de James Lamarr n'apparaît pas dans le document. Pas un centime, pas un mot, pas d'adieu. Ce n'est pas juste une décision financière, c'est une destruction finale, posthume. Elle dit en quelque sorte, tu n'as jamais existé dans mon équation. L'histoire avec James détruit l'aura romantique autour de Eddie. Elle montre que l'intelligence élevée ne garantit pas la sagesse du cœur. Hedy Lamarr voulait tellement que le monde apprécie son cerveau qu'elle en oublie la valeur de la chaleur humaine. Elle devient ce contre quoi elle s'est battue toute sa vie. Une machine belle, froide et insensible. Voilà la face cachée du génie,
la capacité de voir la structure de l'univers, mais une cécité totale aux larmes d'un enfant. Acte 8. Échec du producteur et naufrage des mariages. Tentative de reprendre le contrôle. Au milieu des années 40, Hedy Lamarr est épuisée. Fatiguée des rôles stupides, fatiguée de la dictature des studios, fatiguée des hommes qui ne voient en elle qu'un bel objet. Son esprit d'ingénieur exige une solution à cette erreur systémique. Et comme toujours, elle aborde le problème de manière radicale. Si le système ne fonctionne pas, il faut créer le sien. Hedy Lamarr fait un geste impensable pour l'époque. Elle rompt son contrat avec le tout-puissant studio MGM et décide de devenir productrice indépendante. Imaginez le contexte. C'est l'année 46. À Hollywood, les femmes sont des propriétés. On les échange, on les revend, on leur dit qu'en sourire. Et Hedy dit non. Elle fonde sa propre société et lance la production du film Strange Woman. C'est pas juste un coup d'affaires, c'est un manifeste psychologique. Dans ce film, elle incarne une héroïne qui utilise les hommes, les manipule et les détruit pour atteindre ses objectifs. Les critiques sont choqués. Lamarr joue enfin son propre rôle. Le film est un succès. Hedy prouve qu'elle peut non seulement être devant la caméra, mais aussi diriger le processus. On pourrait croire à un triomphe. Elle est riche, libre et maîtresse de son destin. Mais le même schéma fatal qu'avec son fils se répète. Hedy est une stratège géniale, mais une tacticienne désastreuse en relations humaines. Sur le plateau, elle se comporte non pas comme un leader inspirant son équipe, mais comme un surveillant exigeant une perfection mécanique. Elle tente de régler les gens comme elle règle les fréquences de sa torpille. Mais les gens ne sont pas des lampes radio. Ils se vexent, sabotent le travail, partent. Sa carrière de productrice s'effondre non par manque de talent, mais par manque d'empathie. Elle perd des millions de dollars sur ses projets suivants parce qu'elle ne sait pas négocier. Elle sait seulement dicter les conditions ou se refermer sur elle-même. Et cette même erreur systémique détruit sa vie personnelle. 6 maris, un chiffre qui fait saliver les tabloïds. Veuve noire d'Hollywood, dévoreuse d'hommes. Le mythe dit que Hedy Lamarr changeait de mari comme de gants, car elle était une nymphomane insatiable. La réalité est plus tragique. Hedy Lamarr a cherché toute sa vie non pas un amant, elle cherchait un père. Elle cherchait quelqu'un de plus intelligent, plus fort, qui pourrait la protéger de ce monde cruel et, surtout, la comprendre. Elle disait « Je dois arrêter d'épouser des hommes qui se sentent inférieurs à moi. Quelque part, il doit y avoir un homme qui peut être mon mari sans se sentir diminué. » Mais un tel homme, elle ne l'a jamais trouvé. Le scénario de chacun de ces mariages était le même. Fascination. L'homme tombait amoureux de la plus belle femme du monde. Il pensait épouser un trophée. Choc. Après le mariage, il découvrait que sa femme ne voulait pas cuisiner des dîners et écouter ses histoires de golf. Elle voulait discuter politique, affaires et ingénierie. Elle corrigeait sa grammaire. Elle se moquait de ses erreurs logiques. Effondrement. L'homme, dont l'ego était écrasé par l'intellect de la poupée, commençait à boire, tromper ou devenait agressif. Hedy, voyant cela, perdait instantanément tout intérêt. Pour elle, il devenait un mécanisme cassé. Elle partait la première, toujours. Son dernier mariage avec son propre avocat de divorce, ironie du sort, Lewis Boyce, s'est terminé en 65. Après cela, elle est restée seule. À la fin des années 60, Hedy Lamarr a tout perdu. Sa société de production a fait faillite. Sa carrière d'actrice est terminée. Hollywood n'a pas besoin de déesses vieillissantes. Ses maris ont disparu, ne laissant derrière eux que des poursuites judiciaires. Elle est restée dans une maison vide, entourée de plans non réalisés et de souvenirs de sa grandeur passée. L'argent se faisait de plus en plus rare. Et alors, son esprit brillant, sans emploi, a commencé à générer des impulsions étranges et autodestructrices. La grande Hedy Lamarr, la femme qui a inventé le Wi-Fi, est allée dans un magasin pour voler. Acte 9. La kleptomanie comme un cri à l'aide. Le 27 janvier 66, dans le grand magasin Macy's à Los Angeles, la sécurité arrête une femme. Elle se comporte étrangement. Elle déambule entre les rayons, prend des objets sur les étagères et les glisse dans son sac, sans même essayer de cacher ses gestes. Quand on l'arrête à la sortie, on trouve dans son sac des articles non payés pour un total de 86 $. Ce ne sont ni des diamants ni des parfums coûteux. C'est un maillot de bain, des cartes de vœux et des pantoufles. Quand le vigile demande ses papiers, il faillit les laisser tomber. Sur la photo,
une légende le regarde. La femme arrêtée pour vol de pacotille est Eddie Lamar. La nouvelle fait le tour du monde en un instant. Les journaux, qui ont ignoré pendant des années ces tentatives de retour au cinéma ou de lancement de nouveaux projets, titrent en grandes lettres La star d'Extase prise en flagrant délit de vol. La société est sous le choc. Tout le monde se pose la même question. Pourquoi? Eddie n'est pas pauvre. Dans son portefeuille, au moment de l'arrestation, il y a des chèques pour 14 000 $. Elle peut acheter tout ce rayon sans problème. Les psychologues appellent ça la kleptomanie, un désir compulsif de voler, non pas pour s'enrichir, mais pour le frisson du geste. Mais dans le cas de Eddie Lamar, c'est quelque chose de bien plus profond et tragique. C'est une manière perverse de rétablir la justice. Pensez à sa logique. Toute sa vie, on lui a volé. Ses maris lui ont volé sa liberté, l'enfermant dans des cages dorées. Le studio MGM lui a volé son vrai nom et son identité, la transformant en marchandise. Le gouvernement américain lui a volé son invention, classifiant le brevet et ne lui versant pas un centime. Le monde lui a volé la reconnaissance de son intellect. Et là, debout dans le grand magasin, une femme de 52 ans, se sentant dépouillée et utilisée, décide de prendre sa revanche. C'est un acte de rébellion inconscient. Si le monde prend tout ce qu'il veut de moi sans payer, pourquoi devrais-je payer ce monde? Le vol lui donne ce qui lui manque tant. Des sensations fortes, de l'adrénaline, du contrôle. Au moment où elle glisse un flacon de vernis à ongles dans son sac, elle se sent vivante. Elle prend à nouveau des risques, comme en 37, quand elle s'est enfuie de son mari fasciste avec des bijoux cousus dans son manteau. Sauf que maintenant, l'échelle de son risque est dérisoire et humiliante. Le jury la quitte. Personne ne veut envoyer une icône d'Hollywood en prison pour un maillot de bain. Mais sa réputation est définitivement détruite. Pour les producteurs, elle n'est plus seulement une actrice compliquée, mais une criminelle déséquilibrée. Les portes des studios se ferment à jamais. On pourrait penser que cette leçon l'aurait arrêtée, mais le schéma d'autodestruction est déjà en marche à plein régime. Et en 91, quand Eddie a déjà 78 ans, l'histoire se répète, cette fois en Floride, dans une pharmacie. Elle est de nouveau prise. Le butin est encore plus dérisoire, un laxatif et des gouttes pour les yeux pour 21 $. L'ironie du sort atteint ici des proportions de tragédie grecque. La femme qui a offert à l'humanité une technologie valant 30 milliards de dollars, c'est la valeur actuelle du marché des appareils Wi-Fi et Bluetooth, finit par être jugée pour le vol d'un laxatif à 21 $. Elle a donné ce qu'elle avait de plus précieux, son esprit, gratuitement. Et le monde l'a forcée à payer pour chaque petite chose, pour chaque souffle. Après sa deuxième arrestation, Eddie Lamar prend une décision qui l'a définitivement coupée de la réalité. Elle comprend que les gens ne voient en elle qu'un monstre, soit une beauté vieillissante, soit une voleuse folle. Et elle décide de se cacher. Mais pas seulement en fermant la porte de sa maison, elle décide de remodeler la seule chose qui la lie encore aux gens, son visage. Elle commence une guerre contre le miroir, une guerre qu'il est impossible de gagner. Acte 10. Frankenstein dans le miroir. Après les arrestations humiliantes et les gros titres des tabloïds, Eddie Lamar a décidé de disparaître. Elle a tiré les rideaux de sa maison en Floride et a cessé de sortir. Mais elle n'a pas arrêté de se battre. Son ennemi n'était plus les nazis, ni les producteurs d'Hollywood. Son ennemi, c'était le temps. Et malheureusement, dans cette guerre, elle a utilisé la même tactique que dans ses inventions. Elle a essayé de réparer la nature avec l'ingénierie. Eddie Lamar est devenue l'une des premières stars à transformer la chirurgie esthétique en obsession. C'est là que réside la plus amère ironie de sa vie. La femme qui a crié pendant des décennies qu'elle détestait être jugée uniquement sur son apparence, a dépensé le reste de sa fortune et de sa raison pour préserver cette même apparence. Pourquoi? Parce qu'au fond d'elle, elle comprenait une vérité effrayante. Sans son visage, elle n'était personne pour le monde. Son cerveau avait été rejeté, son talent d'actrice oublié. Son visage était sa seule monnaie, et cette monnaie se dépréciait rapidement. Eddie a abordé son visage comme un mécanisme cassé. Elle ne faisait pas confiance aux chirurgiens, les jugeant incompétents. Elle leur dictait où faire les incisions et comment tendre la peau. Elle arrivait aux consultations avec des plans de son visage, indiquant les vecteurs de tension, comme s'il s'agissait du fuselage d'un avion et non de tissu vivant. Elle exigeait que toutes les rides soient effacées.
Elle voulait que la peau soit tendue à l'extrême. Elle cherchait une solution technique à un problème biologique de vieillissement. Le résultat fut catastrophique. La chirurgie esthétique des années 60 et 70 était loin d'être parfaite. C'était l'époque des méthodes brutales. Mais Eddie demandait l'impossible, et les médecins, craignant de contredire une légende ou désireux de gagner de l'argent, faisaient ce qu'elle demandait. Le visage de Eddie Lamar, celui-là même qui a inspiré Disney pour Blanche-Neige, s'est transformé en un masque figé. Ses yeux sont devenus anormalement en amande. Sa bouche s'est étirée en un éternel, inquiétant demi-sourire. Sa peau s'est amincie jusqu'à la transparence. Elle a perdu la capacité de sourire ou de froncer les sourcils normalement. Sa mimique a été détruite. Elle a créé son propre Frankenstein, et ce monstre, c'était elle-même. En réalisant ce qu'elle avait fait, Eddie s'est définitivement retirée dans l'ombre. Elle est devenue une recluse. Les 20 dernières années de sa vie, elle les a passées en autarcie volontaire. Elle communiquait avec le monde extérieur uniquement par téléphone. Le téléphone est devenu son seul lien avec la réalité. Elle pouvait rester en ligne 6 à 7 heures par jour. Elle appelait ses enfants, de vieux amis, même des journalistes qui avaient écrit des horreurs sur elle. Mais elle n'acceptait jamais, vous entendez, jamais de rencontre en personne. Elle voulait rester dans la mémoire des gens comme la jeune déesse des années 30. Elle avait une peur panique que quelqu'un voie ce qu'elle était devenue. Il y a eu un cas où son propre fils, Anthony, est venu lui rendre visite. Elle ne lui a pas ouvert la porte. Elle lui parlait à travers la porte fermée, debout dans l'entrée, tandis qu'il se tenait sur le perron. Elle pleurait, disait qu'elle l'aimait, mais ne l'a pas laissé entrer. La honte était plus forte que l'amour. Ces années-là, elle vivait dans un monde de fantasmes. Au téléphone, elle racontait à ses interlocuteurs qu'elle écrivait des scénarios, qu'elle préparait de nouvelles inventions, que tout allait bien pour elle. Mais c'était de l'auto-tromperie. En réalité, elle était assise dans une pièce à demi obscure, entourée de vieilles photos, regardant la télévision où passaient ses vieux films. Elle voyait à l'écran la jeune et éblouissante Eddie, et ne pouvait pas relier cette image à son reflet dans le miroir. Cette dissociation, l'écart entre l'image et la réalité, est devenue l'acte final de son effondrement psychologique. Elle a détruit son visage en essayant de le sauver. Elle a tenté d'arrêter le temps, mais le temps s'est vengé cruellement, lui retirant non seulement sa beauté, mais aussi sa dignité. À la fin des années 90, le monde l'avait presque oubliée. Pour la plupart, elle n'était qu'une ligne dans une encyclopédie du cinéma, une actrice d'un passé en noir et blanc. Personne ne savait que cette vieille femme solitaire en Floride, cachant son visage aux voisins, était une personne sans qui l'ère numérique n'aurait pas vu le jour. Mais le destin lui réservait un dernier cadeau d'adieu. La reconnaissance est venue. Mais comme tout dans la vie de Eddie Lamar, elle est arrivée trop tard et avec un goût amer. Acte 11. Reconnaissance tardive et mort en solitude. Les années 90 battent leur plein. Le monde change à une vitesse folle. Les ordinateurs encombrants deviennent des ordinateurs portables personnels, les premiers téléphones mobiles apparaissent, et le mot Internet cesse d'être un terme réservé à quelques initiés pour entrer dans tous les foyers. La planète se couvre d'une toile invisible de connexions sans fil. L'ironie veut que chaque appel sur un téléphone portable, chaque octet envoyé par Wi-Fi, fonctionne grâce à un principe griffonné sur une serviette par une femme, aujourd'hui recluse en Floride. Eddie Lamar a plus de 80 ans. Elle est presque aveugle. Elle vit d'une modeste pension de la Guilde des acteurs et ne sort pratiquement jamais de chez elle. Le monde l'a oubliée comme actrice, et comme inventrice, il ne l'a même jamais connue. Mais une nouvelle ère engendre de nouveaux héros, des geeks informatiques, des ingénieurs et des historiens de la technologie. Ce sont eux qui, en fouillant dans de vieux brevets, tombent sur le document numéro 2 292 387. Le nom de l'auteur, Eddie Kissler marqué, leur semble familier. Quand ils recoupent les faits, leur choc est immense. Il s'avère que la mère du Wi-Fi et la fille d'Extase ne font qu'une. En 1997, la Fondation des frontières électroniques, EFF, l'organisation la plus prestigieuse au monde pour les droits numériques, décide de corriger cette injustice historique. Il décerne à Eddie Lamar le prix Pioneer. C'est l'Oscar des programmeurs et ingénieurs. Mais Eddie ne se rend pas à la cérémonie. Elle ne peut pas laisser le monde voir son visage vieilli, remodelé par les chirurgiens. À sa place, c'est son fils Anthony qui reçoit le prix. Quand les représentants de la fondation l'appellent pour lui annoncer la récompense, ils s'attendent à des larmes de gratitude.
à la voix tremblante d'une vieille dame heureuse qu'on se souvienne d'elle. Mais Eddie Lamar reste fidèle à elle-même jusqu'au bout. En entendant parler du prix, elle garde le silence, puis lâche une phrase devenue légendaire par sa précision acerbe. Eh bien, il était temps. Ces mots ne contiennent aucune gratitude. Il exprime l'amertume d'une personne qui attendait cet appel depuis 55 ans. Elle ne dit pas merci, elle dit où étiez-vous quand j'étais jeune? Où étiez-vous quand les amiraux se moquaient de moi? Où étiez-vous quand je vendais des baisers? Cette reconnaissance ne lui apporte pas d'argent. Le brevet est depuis longtemps expiré, et les milliards de bénéfices des technologies de communication coulent dans les poches des entreprises, pas dans celles de leurs créatrices. Mais le destin lui réserve une dernière blague cruelle. À la fin des années 90, la société Corel décide de sortir une nouvelle version de son logiciel de graphisme, Corel Draw 8. Pour la couverture de la boîte et la campagne publicitaire, ils choisissent le visage de Eddie Lamar. Ils prennent sa photo des années 30, la transforment en vecteur et la placent sur l'emballage. La société ne lui demande pas la permission. Ils estiment que le visage de la star est depuis longtemps tombé dans le domaine public. Mais ils oublient à qui ils ont affaire. À 84 ans, Eddie Lamar, aveugle, malade, vivant dans l'obscurité, intente un procès. C'est son dernier combat. Et il est plein d'un absurde tragique. La femme qui a détruit son visage par des opérations chirurgicales, qui le cachait aux voisins et aux proches, se bat avec acharnement pour le droit de contrôler l'image de sa jeune beauté. Elle ne se bat pas pour l'argent, bien qu'elle en obtienne. La société lui verse 200 000 $ et s'engage à payer un pourcentage des ventes pendant 5 ans. Elle se bat pour le droit de propriété sur elle-même. Toute sa vie, des hommes et des studios ont pris son visage et l'ont utilisé à leur guise. Maintenant, au seuil de la mort, elle dit « Ça suffit, c'est à moi ». Cette victoire en justice est son dernier acte public. Eddie Lamar meurt le 19 janvier 2000. Elle a 85 ans. Elle meurt dans son sommeil, dans son lit, complètement seule. Il n'y a ni mari, ni enfant, ni admirateur à ses côtés. Seulement une télévision et un téléphone. Selon ses dernières volontés, son fils Anthony emmène ses cendres en Autriche et les disperse au-dessus de la forêt viennoise. Elle revient là d'où elle s'était enfuie 67 ans plus tôt. Le cercle est bouclé. La fille qui voulait conquérir le monde rentre chez elle, portée par le vent et la poussière. Acte 12. L'héritage des fréquences. Nous avons commencé cette histoire par un paradoxe. La plus belle femme du monde que personne n'écoutait. Nous la terminons par une réalité qui dépasse toutes les attentes, même les plus audacieuses. Aujourd'hui, à cet instant précis, vous êtes dans la tête de Eddie Lamar. Regardez votre smartphone. Vous voyez ce petit symbole Wi-Fi dans le coin de l'écran? Ou l'icône Bluetooth quand vous connectez des écouteurs? C'est sa signature, c'est son monument. Il n'est ni en bronze ni en marbre. Il est fait d'ondes radio invisibles qui traversent la planète. Eddie Lamar est morte seule, dans une petite maison en Floride, en colère contre un monde qui, pensait-elle, lui avait volé sa vie. Mais en réalité, elle a triomphé. C'était une victoire étirée dans le temps, une victoire qu'elle n'a pas pu voir de ses propres yeux, mais que nous ressentons tous. C'est là la suprême, presque divine ironie de son destin. Elle a passé sa vie à essayer de faire aimer son esprit plutôt que son visage. Elle a échoué de son vivant. Les hommes la voyaient comme une poupée. Hollywood la voyait comme une marchandise. Même ses propres enfants la voyaient comme une statue froide. Mais la mort a remis les choses à leur place. Son visage, ce même visage qui rendait fou Hitler, Mussolini et bien d'autres hommes, a disparu. Il s'est dissous dans l'histoire, devenant juste une belle image dans de vieux magazines. Chirurgies esthétiques, vieillesse et temps l'ont détruit. La beauté qu'elle espérait tant et qu'elle détestait autant s'est révélée être de la poussière. Mais son esprit, ses fréquences sautillantes, elles sont vivantes, elles sont devenues le fondement de la civilisation moderne. Sans elles, les drones militaires ne voleraient pas. Sans elles, les satellites ne fonctionneraient pas. Sans elles, vous ne pourriez pas regarder cette vidéo maintenant. Elle voulait unir les gens par sa beauté, mais cela n'a conduit qu'à des divorces et des scandales. Elle a uni toute l'humanité par son esprit, sans même quitter sa chambre. Eddie Lamar est la preuve que l'apparence extérieure n'est rien. C'est un emballage que le monde déchire et jette. La seule chose qui compte, c'est ce qui est caché à l'intérieur.
Et parfois, pour que le monde le comprenne, il faut mourir. La prochaine fois que votre téléphone se connectera automatiquement au réseau, pensez un instant à la femme qui, assise par terre dans son salon, dessinait des schémas de torpilles et rêvait simplement d'être écoutée. Elle n'est plus la fille d'extase. Elle est la mère du monde numérique. Et maintenant, nous sommes tous ses enfants. Nous avons exploré la tragédie de Hedy Lamarr, non pas comme une biographie d'actrice, mais comme une étude de cas sur la psychologie de la reconnaissance. Vous avez vu comment les stéréotypes tuent le potentiel. L'entourage n'a pas permis au génie de s'épanouir parce qu'elle ne ressemblait pas à un ingénieur. La quête de l'approbation extérieure est un piège. Hedy a tenté d'acheter l'amour avec la beauté et s'est perdu. Le véritable héritage est invisible. Ce que nous créons avec notre esprit vit plus longtemps que ce que nous semblons être extérieurement. Hedy Lamarr est devenue victime de sa beauté, laissant le monde la convaincre qu'elle n'était qu'un visage. Mais il y avait une actrice qui a transformé son apparence en l'arme la plus redoutable. Olivia de Havilland avait l'air d'une victime parfaite, silencieuse, modeste, obéissante. Les patrons des studios pensaient pouvoir la piétiner. Quelle erreur fatale. Contrairement à Hedy, qui a essayé de jouer selon les règles des hommes, Olivia a réécrit les règles elle-même. Elle a orchestré le procès du siècle, qui a changé l'histoire du cinéma à jamais. Pourquoi l'actrice la plus ennuyeuse d'Hollywood s'est-elle révélée être la seule personne avec une volonté de faire parmi une foule de lâches? Regardez la vidéo suivante. C'est l'histoire de comment Bambi a dévoré le loup.